L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Certaines informations, pourtant très importantes et très signifiantes aussi, sont systématiquement occultées. Je dirais même que tout est fait et n'importe quoi pour ne pas les ébruiter, leur permettre de se répandre au sein des opinions publiques. Il en est ainsi de cette histoire de ces pays qui ont décidé de ne pas avoir d'armée nationale. C'est quasiment le blackout sur la question, qui aurait dû pourtant, en toute bonne logique, provoquer un énorme intérêt, voire un débat public en profondeur. Mais trop d'intérêt derrière. Et le risque surtout que cela puisse donner des idées aux peuples les plus avancés pour entamer une dynamique de démilitarisation et devenir à leur tour un exemple pour ces pays du Sud, comme on dit, dont l'utilité première pour les grandes puissances, les corrupteurs des dirigeants de ces pays, et de leur fourguer justement toute la poubelle, toute la ferraille des armements caducs, périmés, surannés, dépassés, et qui servent à ces dirigeants généralement pourris à bomber le torse entre voisins, à rouler des mécaniques et à faire des manœuvres militaires qui coûtent la construction d'un hôpital pour chacune d'elles. Et surtout à engranger des commissions sur les achats d'armement entre guillemets. Oui, mes chers amis, une trentaine de pays n'ont pas d'armée dans le monde. Pas du tout. Ni de budget qui leur soit alloué, ni de soldats, et encore moins de généraux. Parmi ces pays, les moins méritoires, disons, relativement, sont ceux qui ont décidé de se désarmer, mais néanmoins de confier la défense à une puissance extérieure, une sorte de sous-traitance. Mais c'est un moindre mal, n'est-ce pas? Les plus engagés dans la voie de la paix et contre la dilapidation de leurs ressources sont ces pays qui ont décidé d'opter résolument vers une éthique de désarmement, de paix dans le monde et de développement axé sur le bonheur de leurs peuples respectifs. C'est le cas, entre autres, de la nation la plus pacifique du monde, l'Islande. Le seul pays occidental qui n'a jamais eu d'armée dans son histoire et qui a compris après les carnages de la Deuxième Guerre mondiale qu'il était dans la seule voie qui vaille, celle de la paix. Membre de l'OTAN toutefois, il a accepté de bénéficier de la protection de l'Alliance, mais à des conditions extrêmes pour sauvegarder sa souveraineté. Autre signe de l'excellence de ses orientations politiques et éthiques et du civisme exceptionnel qui triomphe dans ce pays, ces policiers ne sont pas armés. Et, c'est la plus petite police du monde en termes d'effectifs comparé à la population, aux populations. Le Costa Rica est lui aussi un exemple tout aussi édifiant de cette avancée humanitaire vers la paix dans le monde. Après une fraude électorale durant les présidentielles de 1948 et la guerre civile qui s'en est ensuivie, qui a causé plus de 1000 morts, un gouvernement de transition proclame l'avènement de la démocratie et prend toute mesure pour établir une véritable démocratie, mais surtout l'abolition de l'armée, l'abolition.
Depuis cette date, le budget de l'armée est consacré à l'éducation et à la santé publique. D'autres pays ont renoncé à se doter d'une force armée pour des raisons objectives, principalement financières. Ils se sont estimés trop petits en superficie pour s'engager dans de telles dépenses, comme le Liechtenstein, Samoa, les îles Salomon et d'autres encore. Mais c'est malheureusement loin d'être le cas de la quasi-totalité des pays du Sud, qui consacrent une partie très importante, souvent exorbitante, de leur richesse au budget militaire, alors qu'ils devraient être les premiers à dépenser le moindre centime au développement de leur pays et de leurs populations respectives, qui croupissent généralement dans la détresse, dans la misère, dans l'injustice, dans la corruption, au point où elles ne rêvent plus que de pouvoir s'exiler loin de leur terre natale. Dans le cas de l'Algérie, c'est le budget le plus important de tous les secteurs économiques de la vie nationale. Alors que ce n'est pas un pays en guerre, même s'il passe son temps, ce régime, à s'inventer des menaces où il n'en finit pas de dire qu'il est menacé par le monde entier. Mais ça permet justement de recourir à un tel budget. Dans un pays qui fait eau de toute part et où cet argent aurait pu servir à développer le pays sur des bases éprouvées, et non pas en soufflant sur la braise de l'insécurité, quitte à la créer, et de la menace extérieure, quitte à la provoquer, pour pouvoir maintenir ce budget à un niveau aussi exorbitant. Et pour cause, puisque les sommes inimaginables qui sont dépensées en achat d'armement, d'équipements et de dotations militaires, et aussi de corruption des effectifs militaires, pour ne pas risquer un printemps des œillets, une révolution des œillets. Ces dépenses permettent donc de générer de juteuses commissions pour les ordonnateurs, qui se chiffrent, elles, en milliards de dollars. Mais c'est un sujet tabou dans le pays, parce qu'éminemment stratégique pour la mafiocratie dominante, puisque ces dépenses sont aussi le moyen par lequel ce régime se maintient, par lequel ce régime arrose ses propres membres, ses clientèles et tous les relais qui le soutiennent contre l'intérêt de leur propre peuple. Et ainsi, grâce à la formidable manne hydrocarbures qui permet de faire tourner le pays par le biais de la corruption de masse, sans travail véritable, sans organisation qui vaille, sans normes idoines, sans urbanisme, sans politique de l'eau, sans projection, sans prospective, le régime a donc créé un climat d'anesthésie politique qui lui permet de vaquer tranquillement à ses forfaits. Il se sert du fonds de commerce mémoriel pour s'ériger en digne héritier de la Révolution de novembre, et il se sert de toutes ces clientèles achetées en redistribution très intelligente de la rente pour instaurer une véritable toile d'araignée autour du pays, dans une véritable omerta sur cette question de l'armée et de son budget. Mais le plus cocasse, s'il n'était tragique, est que parmi les titres à rallonge du chef de l'État, qui est pourtant désigné par les chefs de cette armée, cette junte, et non par de vraies élections populaires, le plus cocasse, disais-je, est que parmi ces titres, le chef de l'État, parmi ces titres figure en grande de pompe celui de chef suprême des forces armées. En fait, c'est un tour de passe-passe pour faire croire que ce président désigné est le chef de ceux qui l'ont désigné. Dans le reste du monde, dans tous les pays du monde, ce sont les chefs de l'État qui sont eux aussi les chefs des forces armées,
les commandants en chef, ce sont eux qui ordonnent la mobilisation générale, qui déclarent la guerre et qui signent la paix. Et tout ça est contenu dans la constitution de leur pays respectifs. Mais, à mon avis, il n'est mentionné dans aucun de tous les pays du monde, sauf ceux que vous imaginez, parmi les titres officiels de leurs chefs d'État respectifs, cette mention de chef suprême des forces armées. Chef suprême, les autres ils disent commandant en chef. Chef suprême des forces armées. En Russie, la grande fédération de Russie. Le titre du chef de l'État est le président de la fédération de Russie. Point. Aux USA, la première puissance du monde, le président des États-Unis d'Amérique. En Chine, le président de la République populaire de Chine. En France, le président de la République française. En Allemagne, le président fédéral de la République fédérale d'Allemagne. En Turquie, le président de la République de Turquie. En Italie, le président de la République italienne, etc., etc. Mais en Algérie, le président de la République algérienne démocratique et populaire, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale. Que le dernier ferme la porte. Le seul chef d'État au monde, je crois, qui le dépasse en titraille à rallonge, est le président éternel de la République de Corée, etc., etc., etc. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.